Bonjour à toutes et à tous, vous suivez la revue de presse grand format, votre émission de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur l'Intelligent TV. Deux invités avec nous en plateau, vous aurez l'occasion de les découvrir dans un instant, mais je vous invite à présent d'écouter Cécile Mobio qui nous délivre le sommaire de cette émission. Cécile, bonjour. Allez-y. Alors, bonjour à vous, chers invités. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous ouvrons ce sommaire à Iré, où des militants RHDP exigent la démission du maire Gilbert Capeux. Élu maire de Iré avec 57,2% sous la bannière du RHDP, Gilbert Capeux Francis a démissionné du parti présidentiel. Le 24 juin 2024, il a annoncé avoir déposé ses valises au PDCI, sa formation politique d'origine. Toujours au PDCI, RTA, la déléguée communale d'Acoupé démissionne et dénonce un mauvais casting de Tiama. Valérie Yolande Yapou, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, et déléguée communale à Acoupé, a démissionné le mercredi 3 juillet 2024 de son poste. Elle a indiqué qu'elle ne souhaiterait pas travailler dans un environnement malsain. Et puis, pour refermer ce sommaire, Laurent Gbagbo sera en meeting le 14 juillet 2024. Quels en sont les enjeux de ce meeting? Nos invités se prononceront sur la question. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission se poursuit avec Khalil Koné et ses invités. Je vous donne rendez-vous pour le vendredi. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les différents sujets qui seront débattus, décryptés, commentés, analysés par nos invités. Je voulais dire à l'entame de cette émission, ils sont deux sur ce plateau. Nous avons M. Traoré Sidiki avec nous sur ce plateau. M. Traoré Sidiki, bonjour. Monsieur Koné. Vous êtes inspecteur auditeur au CROU, le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Vous êtes également diplômé en journalisme. Merci, effectivement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous partagez ce plateau avec Kofo Jean Hubert, qui est journaliste au service politique de l'Intelligent d'Abidjan et journaliste reporter d'images à l'Intelligent TV. Kofo Jean-Hubert, bonjour. Bonjour Khalil. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les deux d'être présents. Vous allez nous aider à comprendre les différents sujets qui ont marqué l'actualité ici en Côte d'Ivoire. On va lancer le premier sujet, ça sera juste après ceci. Le mardi 2 juillet 2024 a été une journée très mouvementée à Iré, commune située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez le constater à travers les images qui sont à l'écran. Un conseil municipal qui se tenait dans les locaux de la dite ville a été interrompu par des manifestants proches du RHDP brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres expressions. À Iré, c'est ado ou rien. Nous, c'est pas PDCI, on a voté Dunk Out. Les manifestants exigeaient du premier magistrat Gilbert Francis Capeux, élu sous la bannière du parti au pouvoir, sa démission après qu'il a viré au PDCI. Et pour eux, c'est-à-dire les manifestants, il s'agit d'une trahison. Alors, monsieur Sidiki Traoré, avec vous on commence. Y a-t-il eu trahison? Cela pose problème. Problème avec cette démission du maire qui rejoint désormais, comme il le dit lui-même, son parti d'origine qui est le PDCI. Mais il a été en même temps élu sous la bannière du RHDP. Quel est le problème que ça pose? Vous avez dit que ça pose problème. C'est quoi le problème? Le problème que cela pose, c'est que le parti, en fait, qui vous a permis d'accéder au pouvoir, vous y êtes arrivé par rapport à un programme, par rapport à une logistique qui a été mise en place en votre faveur, par rapport à des militants de ce parti. Et en plus, on a un conseil régional, un conseil municipal, qui vous a largement élu pour que vous soyez maire. Cela veut dire que vous leur devez des comptes. Et ils l'ont fait
parce que vous êtes RHDP. Donc, quitter le parti Manu Militari comme vous l'avez fait pose pour moi un problème d'éthique. Déjà ça. Oui, allez-y. D'accord, vous pensez que déjà, d'entrée, ça pose un problème d'éthique parce que après avoir été élu sous la bannière du RHDP, Oui. il devait continuer sous cette bannière jusqu'aux prochaines élections. Ben, en coup de mandat, il vire dans un autre parti politique et pour vous, ça pose un problème d'éthique. Donc, il y a eu trahison pour vous. Alors, Kofojo Hubert, c'est quoi votre avis sur cette question? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a ce problème d'éthique qui se pose à ce niveau? Vraiment, Khalil, moi, je suis vraiment abattu, abattu de voir ce type de scénario sur la scène politique ivoirienne. Moi, je pense que comment dire ça, c'est un frein à la liberté d'expression. Le maire, certes, il a été élu sur la bannière du RHDP, mais je ne vois aucun texte de loi qui oblige ceux qui demandent à un élu qui, en cours de mandat, a chargé de veste politique, de démissionner. Moi, je suis curieux de voir ce texte de loi-là, cet article de loi qui dit ça. Moi, je dis que ça, c'est un manque de démocratie. C'est un manque de démocratie. Et le monsieur, certes, il a été soutenu par le RHDP, sa candidature a été soutenue par le RHDP, mais qui dit que tous ceux qui ont voté pour lui à l'élection étaient RHDP. Voilà, moi, je suis curieux de voir la liste de ceux qui ont voté pour lui pendant l'élection municipale là. Alors, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas de texte qui interdit de passer d'un parti politique à un autre parti politique. Mais ce que M. Traoré évoque, il parle d'un problème d'éthique. Bon, ça me donne envie tout de suite de chercher à dresser une liste des élus locaux et même des parlementaires qui, après avoir été élus indépendants, ou je ne sais pas, sous la bannière de d'autres partis politiques, ont viré au RHDP. Exemple. Est-ce que ceux-là ont démissionné? Moi, je prends le cas, par exemple, de mon ami Youssouf Diabaté, le maire de Gagnoa, qui avait été élu sous la bannière des indépendants, mais qui, chemin faisant, a changé de veste et est allé au RHDP. Il n'a jamais démissionné. Moi, je prends même le cas ici à Abidjan, le cas de personnel Ngouaka Mathias. Il avait été élu sous la bannière du PDCI-RDA. l'ancien maire de Coco. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, en 2013, quand il était élu, il y avait une alliance déjà entre le PDC et le PDCI, mais il n'y avait pas ce parti unifié. Il allait en tant que candidat du PDCI, mais au sein du RHDP qui était un groupement de partis politiques. Mais après, quand le PDCI décide de sortir du RHDP, normalement, on voit qu'en matière, il sort avec le PDCI. Mais on voit qu'en matière, décide de virer d'aller au RHDP, parti unifié. Mais normalement, le PDCI devait manifester pour dire, mais on voit qu'en matière, monsieur, vous avez été candidat au nom du PDCI-RDA, donc démissionnez. Alors, parce que nous, voilà. Pour vous, vous avez évoqué des exemples, Gagnoa, comment on l'appelle encore, Copodi. Pour vous, s'il n'y a pas eu de manifestation pour demander la démission de ces élus locaux, ça voudrait dire quoi? C'est un signe de mauvaise foi politique de la part du RHDP? Bon, moi, je pense que le RHDP fait... non, pas le RHDP, parce que si je dis le RHDP fait comment dire ça? Non, là, on parle du RHDP parce que c'est... Non, je veux dire que la direction du RHDP n'a pas fait de communiqué pour dire qu'il faut que le maire démissionne. Ce sont des jeunes qui sont allés de la cour de Lambéry pour empêcher le travail. Mais des jeunes proches du RHDP, on a même entendu le président moi, j'appelle ça, du RHDP moi, j'appelle ça, qui a parlé clairement de démission. Moi, j'appelle ça des jeunes manipulés. Jusqu'à ce que, par des cadres locaux là-bas à Iré. Parce que moi, j'attends que le RHDP fasse un communiqué officiel pour dire monsieur démissionné parce que vous n'êtes plus maire, comment dire ça, de RHDP, démissionné. À ce moment-là, moi, je m'attendais le RHDP pour dire que non, mais le RHDP a déchiré, comment dire ça, la démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est ça aussi la démocratie. Voilà, un leader qui appartient à une famille politique et qui estime qu'à un moment donné, il n'existe plus, il peut changer de parti politique. D'accord. On a vu ça, on a vu ces cas-là, ces cas sont légion. D'accord, ça vient comme... Alors, M. Traoré, vous l'avez écouté, il a évoqué des exemples. Pas mal de cas. Je suis d'accord. Vous allez rapprocher le micro. Oui, alors, déjà, on va rectifier tout à l'heure des propos qu'il a tenus concernant les indépendants. Alors, il faut savoir que quand on parle d'indépendants, généralement, ce sont des gens qui sont issus du même parti politique
comme ils n'ont pas été choisis par justement la direction du parti, ils vont en indépendant juste pour prouver au parti que c'est eux, en fait, qui peuvent faire de la mobilisation dans leurs différentes localités. Et dès que ça marche pour ces personnes-là, alors elles rejoignent tout naturellement leur parti d'origine. Mais le problème est que ces indépendants gagnent souvent devant les candidats qui sont désignés par le parti politique. On a récemment vu des indépendants qui sont allés remettre leur victoire au RHDP. Pourtant, ils avaient en face d'eux des candidats RHDP. Et la population aussi pouvait sortir, mais nous, on n'a pas choisi le candidat RHDP. On t'a choisi parce que tu es venu en tant qu'indépendant. Voilà pourquoi tu as choisi. Si on veut raisonner de la sorte, moi je crois que ce n'est pas déjà faux que de voir comme ça, mais il faut regarder le travail du terrain. Le travail du terrain, c'est lequel? C'est que toutes ces personnes-là sont issues dans un premier temps du même parti, en réalité. Et donc, les différents militants les reconnaissent en tant que membres d'abord du parti, pas en tant que simple indépendant qui se promène, non, en tant que d'abord membre du parti. Et ensuite, quand le parti ne les choisit pas, on parle même de cas d'indiscipline. Est-ce que vous vous en souvenez? Il n'y a pas très longtemps, tous les candidats qui sont allés en indépendant ont conduit un communiqué pour présenter leurs excuses. Oui, au-delà des indépendants, C'est pour dire quoi? on a mais comme il a dit, Donc, ça, c'est moi, le premier. Mathias, qui a été élu sous la bannière PDC-LDA, Oui. a viré au RHDP. À Menzaville, à Viro, RHDP, c'était un cadre personnel, lui aussi. C'était un cadre de PDCI-RDA qui a lui aussi à Viro, RHDP. Bon, jamais le PDCI n'a manifesté pour demander sa démission. Mais moi, je pense que le RHDP aujourd'hui est en train de créer ce qu'on appelle des cas écoles. Non, non, s'il vous plaît. Il faut me laisser terminer avant qu'il ne... Allez-y. Alors, je voudrais aussi te donner des exemples que j'ai sur mes fiches ici. On a M. Nzi Kwame Antoine de Ouene qui a été élu maire. On a M. Diabo Poka Maurice de Zoukoubé. Ces deux-là ont été élus sous la bannière du PDCRT en 2018, au municipal 2018. Et après, en 2019, ils ont viré au RHDP. On a aussi, voilà quelques exemples. On a aussi M. Kwaku Amalama Jean-Baptiste qui avait été élu maire de Bétier en 2018, qui après, en 2019, a viré au RHDP. Mais on n'a pas entendu des bruits, on n'a pas entendu des gens manifester, réclamer leur démission. On n'a pas assisté à des scènes de violence comme ça a été le cas à Iré. Les scènes de violence, tout le monde les dénonçait. Ne croyez pas qu'il existe en fait aujourd'hui. Rapprochez les micros. Ne pensez pas non plus qu'il existe des gens qui aujourd'hui sont favorables à la violence. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est des débordements. Et ces débordements-là, d'ailleurs, ils tombent sous le coup de la loi, si vous lisez bien en fait nos articles. Donc, c'est dire que dans un premier temps, personne n'est favorable à la violence. Mais en même temps, il faut comprendre que les gens ne soient pas contents. Et manifester son mécontentement, il faut l'accepter sur un principe simple. Nous vous avons élus pour que vous représentiez nos idées à nous. Dès l'instant où vous changez alors que vous ne nous avez pas rendu compte, cela pose un problème. Il faut que le principe-là soit acquis. Si au niveau du PDCI, les gens n'ont pas du tout manifesté, mais ça n'engage que le PDCI. Si avec vous, on vous fait ce qu'on veut et que vous ne réagissez pas, nous ne sommes pas comptables de cela, par exemple. Et donc, ceux qui estiment aujourd'hui que vous les avez trahis, ils ont le droit aussi, au nom de la démocratie, de dire qu'ils ne sont pas contents. Seulement, il faut faire attention au débordement. Et là, c'est ce que nous disons. D'accord. Alors, Jean-Yves Kofo, il a dit pourquoi le PDCI n'a pas réagi, des manifestants PDC n'ont pas réagi face à ces cas que vous avez cités. Bon, moi, d'abord, je ne suis pas militant du PDCI, je suis pas de l'observateur. Mais je veux dire que le PDCI, les cas du PDCI interrogés, on dit que le parti était un parti de paix, un parti qui évitait vraiment tout ce qui était violence pour le pays. Il fallait éviter que la Côte d'Ivoire plonge dans la violence. Et c'est dans cette logique que le PDCI laisse faire les choses. C'est-à-dire quoi? Dès lors qu'un leader estime qu'il ne se sent plus à l'aise au PDCI-RDA, ben, tant mieux, il faut mieux le laisser partir. Mais en même temps, c'est aussi ça, c'est justement l'expression de la démocratie. Parce que la liberté d'expression, c'est ça aussi. Elle permet à quelqu'un de pouvoir aller dans le parti politique qu'il veut. Et après, voilà. Mais je pense surtout que le RHDP est en train de créer un précédent. Parce que, en la matière, les juristes vont parler de jurisprudence quand il y aura des cas demain. Demain, il y aura des cas où le PDCI, le RHDP, un parti arrive au pouvoir, après il perd le pouvoir. Le jour où le RHDP ne sera peut-être plus au pouvoir, et qu'un autre parti viendra au pouvoir, et que ce parti-là
traquera des cadres qui, à un moment donné, vont vouloir aller peut-être soit au RSDP ou au RDR, si le RDR revenait éventuellement. Mais si aujourd'hui, si demain, un autre parti décide de se comporter comme ça, je me dis que le RSDP n'aura pas en ce moment-là d'argument. Nous autres qui sommes journalistes, on prend acte, hein, nous on prend acte, on note. Parce que nous, on est la mémoire du peuple, on note, on prend acte. Parce que demain, c'est ça ce qui se posé aujourd'hui là, et pour lesquels peut-être le PDCI préfère ne pas réagir, voilà, préfère peut-être s'en tenir qu'au droit. Demain, quand ils auront la monnaie de la pièce, je pense que... On vous a compris, pour vous, le RHDP est en train de créer un précédent. Un précédent vraiment malheureux, parce que là, on est parti pour une histoire de... dès que vous changez de veste, à un moment donné... On dit là, on a vu un RHDP manifester. Voilà. OK, on vous a bien compris. Déjà, je vous apporte une contradiction. Allez-y. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que lorsqu'il y a eu des démissions comme cela dans le cadre du PDCI, ils ont estimé qu'ils étaient vraiment des acteurs de paix. Mais attention, il faut retirer ça très vite. Hein. Le CNT, le PDCI a fait partie du CNT ici il n'y a pas très longtemps. Ce n'était pas pour faire la paix. Attention. Et donc, je dis sur la question, les partis politiques sont en train de se battre aujourd'hui pour leur chapelle. Et là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Mais je voudrais qu'on aille sur un principe de vie simple. Vous avez été élu par rapport à une bannière, vous défendez les idéaux de cette bannière-là, et vous arrivez à un moment donné, vous quittez la bannière pour faire autre chose. Dans tous les cas, il va tout droit vers un problème de gestion. Vous allez vous en rendre compte pourquoi. Quand le conseil municipal est largement RHDP, et que vous seul, en tant que maire, vous êtes PDCI, vous allez tout droit vers des difficultés dans la gestion de votre commune. Et on va le voir à la pratique. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que les lois, on les prend généralement par rapport au vécu. Et c'est très intéressant généralement comme ça, c'est comme ça que le droit fonctionne. Prenez la transhumance des électeurs. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a eu un problème sur la transhumance des électeurs, où des politiciens se permettaient de convoyer des électeurs pour aller voter pour eux. Mais lorsqu'on a fait le constat, les gens ont pris des lois dans ce sens aujourd'hui, qui ne permettent plus justement cette transhumance-là des électeurs. Maintenant, il reste la transhumance des élus eux-mêmes. Sauf que... Et vous allez voir, vous allez voir que ce qui est en train de se passer, non. Peut-être que ça va inspirer les hommes de droit. Sauf que l'impression qu'on a, c'est que le RHDP là, il puisse être comblé à son tour. C'est ça qui est intéressant dans l'évolution de la société. Non, mais en fait, l'impression qu'on a, c'est que quand tout à l'heure vous venez de parler de transhumance, hein, oui. des électeurs. Oui. C'est vrai que cette mesure-là a été condamnée de tous, hein, mais cette pratique a toujours en cours. Hein. On a vu ce qui était dit hein, de la commune du Plateau, où on a que quelques milliers d'habitants et on a des dizaines de milliers d'électeurs. Tout le monde en parle aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci. D'accord qu'il y a une loi aujourd'hui qui existe qui l'interdit. Ok, on est d'accord avec ça, mais je veux dire que le RHDP aujourd'hui ne peut pas mêler une politique hein, et la condamner quand ça ne n'arrange pas. Quand le RHDP va piocher des élus dans les autres partis politiques, au PDCI, on a donné tout à l'heure la liste des cas. Quand vous le faites et que les autres ne disent rien, mais ne le faites pas, enfin, ne dites rien quand les autres le font. Et surtout que c'est même pas le RHDP qui va le chercher. Le monsieur, il vient dire, bon, écoutez, il ne se sent plus à l'aise au RHDP, il rejoint son parti d'origine. Mais c'est un cas de PDCI qui vient à la maison. Donc, c'est temps pour vous ne sont pas en droit de réclamer la démission de maire Gisèle Kakou. C'est un vilain film hein, auquel on nous fait assister. D'accord. Alors, vous avez évoqué la transhumance des élus, la transhumance politique. Oui. Cette situation, c'est la question que ça remet sur la table de discussion. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer la transhumance politique des élus? Est-ce que c'est un manque de crédibilité chez nos hommes politiques? Bon, oui, je dois parler par rapport à cela. C'est que jusqu'à présent, moi je pense même que dans nos pays, nous sommes en pleine construction de l'idéologie politique. On est en construction de l'idéologie politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en général, on ne sait pas, l'Ivoirien lambda ne sait pas trop ce qu'on appelle la gauche, il ne sait pas trop ce qu'on appelle la droite, il ne sait pas trop ce qu'on appelle le centre. Parce que tout ceci n'a pas encore été construit dans, je dirais, la mémoire collective. Et ça, c'est normal. Nous sommes dans un balbutiement, il faut l'accepter. C'est notre temps qui est ici. Maintenant, il revenait aux hommes politiques justement de donner un signal fort sur ces choses-là. Malheureusement, c'est eux qui sont encore en train d'embrouiller davantage le peuple. Lorsqu'un homme de droite
à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Subitement, il devient un homme il est à gauche. Et quelquefois, il est à gauche, subitement, vous le trouvez à droite. Mais à partir de cet instant, vous ne donnez pas un signal clair aux citoyens lambda pour comprendre ce que c'est que ces différentes opinions politiques. Vous ne vous montrez pas crédible alors. Et donc, ça veut dire que vous-même, vous êtes en contradiction profonde avec votre idéal politique. Parce que nous, on sait ce qu'on appelle la gauche, on sait ce qu'on appelle la droite. Sauf si, en Côte d'Ivoire, on veut innover en la matière. Ce qui est possible. On vit aussi, comme on appelle ça, de notre société, de nos yeux, coutumes, etc. Il est possible que les Ivoiriens innovent en la matière, ou demain, tu es à droite, après-demain, on peut te retrouver à gauche, etc. Mais je pense pour moi que sur le plan idéologique, c'est un mauvais signal qu'on lance en fait à la jeunesse. D'accord, c'est bien compris. Alors, il faut que j'arrive à ce quoi? C'est un problème de crédibilité de nos hommes politiques, cette transhumance politique-là. D'abord, je suis d'accord avec mon co-débatteur hein, quand il parle de méconnaissance de l'idéologie politique. C'est vrai, parce qu'un leader qui est de gauche et qui demain matin se retrouve d'un parti de droite, bon, à un moment donné, on ne comprend pas trop. Mais moi, je comprends. Je comprends ce que vous ne comprenez pas, mais vous comprenez. Non. Pas tout, apparemment, on ne comprend pas tout. Oui. Mais moi, en tout cas, moi, je comprends. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais c'est la chasse du gain. C'est la chasse du gain. C'est la chasse du gain qui fait que nos leaders aujourd'hui changent. Oui, la chasse du gain. Donc, on s'en fout de convictions politiques, on n'a pas de convictions. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Quand je parle de gain, c'est-à-dire quoi? Il y a des intérêts pécuniaires. Voilà, quelqu'un qui appartient à un parti politique A et qui estime que là-bas, il ne mange pas suffisamment, comme le dit Abidjan, il ne mange pas suffisamment et que le RHDP lui fait les yeux doux et qu'il peut aller au RHDP, par exemple, parce que le RHDP lui propose, par exemple, un poste de PCA quelque part, mais il s'en va. Voilà. Alors dans ce cas, Gilles Kakou, on sait, il était PDCI d'origine. Oui. C'est en 2018 qu'il a viré au RHDP. Donc, si on va dans votre raisonnement, on dira qu'il était allé au RHDP pour des intérêts financiers. Et maintenant, il retourne au PDCI, RDA, il va encore au PDCI pour des intérêts financiers. Il n'a pas vu au RHDP ce qu'il voulait, c'est ça? Non, pas que ça seulement, mais il y a aussi les crises internes au parti. C'est-à-dire qu'un leader politique qui a des différends, hein, je veux dire, qui ne s'entend pas avec le chef de sa zone, à un moment donné, si se sent lésé de l'affaire, mais il change de veste. Moi, c'est vrai que, comment on dit ça, M. Kakou, je maîtrise pas trop le dossier, mais les informations qu'on a, puisque moi, c'est ma région, moi, je suis originaire du Bois, mais entre lui et le ministre Amédée Kakou, ça ne gagne pas. Or, le ministre Amédée Kakou, aujourd'hui, c'est le leader de la région au niveau du RHDP. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, vous expliquez que son retour au RHDP au PDC est dû à une certaine mésentente entre lui et Amédée Kouakou. Il y a tout ça. Il y a tout ça. D'accord. Monsieur, allez-y. C'est en cela que moi, je suis très gêné. En fait. C'est-à-dire, au lieu de rester dans votre maison pour régler le problème de la maison, vous préférez quitter la maison pour aller ailleurs. En réalité, c'est en espérant mieux par rapport à votre situation sociale. Tout à fait, oui. Et c'est ce qui est gênant. Voilà pourquoi je parle de mauvais signal. C'est-à-dire, ce que vous envoyez aux jeunes, c'est finalement quoi? C'est ce qu'on appelait en gros la politique alimentaire. Et je suis désolé. Tant que la politique va devenir vraiment l'espace où les gens vont chercher, comme nous l'avons dit tout à l'heure, là, à se nourrir, mais la question idéologique sera toujours en fait remise en cause. Donc, il faut peut-être que nous posions déjà le problème à travers la fidélité que nous avons par rapport à nos idéaux. Ailleurs, les gens meurent pour leurs idées. C'est chez nous que les gens meurent pour le ventre. Vous avez parlé de transhumance politique. On sait qu'il y a un député en Côte d'Ivoire, M. Assalé Timoko, qui avait introduit une proposition de loi dans ce sens pour interdire la transhumance politique. Oui. Est-ce que vous souhaitez qu'on en arrive là? Moi, je pense que pour que les gens puissent rester dans leur parti et travailler à améliorer, à assainir les conditions de vie dans leur parti, il faut cette loi-là. Il faut légiférer là-dessus pour aider les gens à ne pas fuir leur réalité. C'est même pour moi une question même d'éducation des masses. Expliquer aux gens, on ne fuit pas de chez soi pour aller ailleurs. On améliore chez soi. Et c'est ce qui va se passer quand on va aborder tout à l'heure le second sujet, qui est aussi très intéressant dans la matière. Rester chez soi pour améliorer ce que nous dénonçons. Que de quitter et d'aller ailleurs, et après encore, de ne pas se satisfaire là-bas, de chercher à revenir encore en arrière. Et ce qu'il est en train de faire littéralement. D'accord? C'est encore plus gênant que jamais. Alors, allez-y. Mais en la matière, moi je dis que très souvent, tout le monde copie sur le parti au pouvoir.
Ouais, il faut le dire tout net. Tout le monde copie sur le parti au pouvoir. On se souvient de ces législatives de 2021, où le RHDP a eu le nombre de voix qu'il a eu, enfin de postes qu'il a eu, comment on dit ça, à l'Assemblée nationale. Et après, qui n'a pas entendu parler de ces affaires de 100 millions? C'est-à-dire qu'un candidat qui vient de donner sa victoire au RHDP, il a 100 millions. Qui n'a pas appris ça? On a appris ça ici à Abidjan. Un député élu qui vient de donner sa voix, comment on dit ça, son siège au RHDP, il a 100 millions. Ben, nous, journalistes, on a cherché à vérifier l'affaire. Merci. Mais Faisons attention. voilà, mais fais attention, mais plus accouru. Non, faisons Mais en même temps, Heureusement que c'est un bruit. mais en même temps, c'est vrai que c'est un bruit, Oui. mais en même temps, on a vu la vague de départ au RHDP. Ceux qui partaient au RHDP en masse pour déposer leur, comment on dit ça, leur victoire et faire une photo avec le secrétaire exécutif. À l'époque, M. Anama Bitogo. Non, oui. Oui. Alors, pour que ça prenne fin, il faut légiférer, il faut... Il faut légiférer peut-être, mais ça n'arrange pas les gens. Il faut le dire tout net. Je pense que même le parti au pouvoir, ça n'arrangerait pas parce que le parti au pouvoir aujourd'hui, quand on est au pouvoir, il y a des choix qu'on fait pour des élections bien données. Après, les choix ne sont pas suivis parce que sinon, si on légifère dessus, ça veut dire que même les candidats indépendants qui, comme il a dit tout à l'heure, qui sont issus du RHDP mais qui sont indépendants, ne doivent pas aller au RHDP, par exemple. Un candidat indépendant du PDCI qui a été élu indépendant, il reste indépendant jusqu'à la fin de son mandat. C'est ça. On ne peut pas lui demander parce qu'il a mérité un jour au RHDP, mais il allait dire aux gens qu'il est candidat indépendant. Moi, si je vote pour lui parce qu'il est indépendant. Les gens, ils ont voté pour lui pas parce qu'il est candidat du RHDP, mais il dit qu'il est candidat indépendant. Donc, dès lors que lui, il retourne dans son parti, c'est une trahison. Donc, pour vous, la loi ne pourra pas régler l'affaire. On n'a pas réglé l'affaire parce que ça n'arrange même pas les partis politiques. D'accord. Alors, Sauf si vous voulez qu'on crée un groupe parlementaire d'indépendants. À la limite. Et là encore, c'est à partir de la loi qu'on peut le faire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les députés qui sont là, ils appartiennent tous en fait à un parti politique. C'est ce que nous on sait. Voilà. Et je pense même que sur la question des indépendants, peut-être que vous n'observez pas très bien peut-être la scène politique, de plus en plus en fait, c'est les appareils politiques qui font gagner les gens et qui vous permettent vous-même d'avoir une carrière politique. En tant qu'individu seul dans votre coin, ce n'est pas évident que vous puissiez faire marcher les choses. Donc, autant appartenir à un groupe fort, vous vous battez à l'intérieur de ce groupe fort-là pour avoir le maximum d'élus et à un moment donné, imposer votre vision des choses au pays. C'est ça qui est intéressant de la faire. alors, est-ce qu'on va assister à une mise sous tutelle de la mairie de Iré? Non, je pense qu'on n'en est pas encore là. Le maire, il siège. Et il est allé, justement, c'était pendant des travaux que les militants du RADP sont arrivés et de remettre sa démission. Il siège. Et la loi est très claire. Hein, tant que le conseil municipal, hein, il assiste aux réunions, il n'y a pas de raison de le démettre ou même de le mettre sous mandat. À moins que la situation soit intenable au point où il n'y a pas possibilité de rencontre. En ce moment, le préfet des régions, des départements ou des régions peut voir dans quelle mesure est-ce que, avec l'utilisation du ministre de l'Intérieur, voir dans quelle mesure peut-être se pencher là-dessus. Sinon, normalement, quand on voit les textes de loi, normalement, quand vous assistez aux rencontres, aux réunions, du conseil municipal, il n'y a pas de problème, normalement. D'accord. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le conseil municipal lui-même, aujourd'hui, là, il n'y a pas un problème avec monsieur le maire. Parce que tout simplement, ils sont majoritaires au niveau du conseil. Et vous êtes soupçonné d'avoir trahi la cause. Est-ce que les gens seront disposés au niveau de l'esprit pour travailler avec vous ou bien ils feront un blocage pour vous conduire vers une situation? Donc, il aura du mal pour la suite de son mandat. Il aura du mal pour la suite de son mandat, c'est ce que je crois. Alors, monsieur, on sait déjà, nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Déjà, on a des tensions entre les partis politiques, entre les militants. Est-ce que pour vous, cela vient en rajouter sur les inquiétudes que nourrissent les populations à l'approche de chaque élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Comme on le dit à Abidjan, on est habitué à ça. Sauf que c'est un mauvais feuilleton, hein, auquel on assiste à chaque élection, puisque depuis 2010, il y a eu des morts, 3000 morts. Et heureusement, en 2015, nous en avons épargné. Mais depuis 2020, on a renoué avec ces violences électorales. Et 2025, apparemment, on sent déjà l'électricité en l'air avec cette histoire de candidature de Laurent Gbagbo qui n'est pas validée jusqu'à actuellement. Et le PPCI menace de manifester pour faire imposer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça veut dire que ça, déjà, c'est un sujet
à problème qu'il faut, c'est-à-dire résoudre un problème par rapport à 2025. Maintenant, en dehors de ça, je pense que c'est ça qui est le problème. Hein. À part ça, Tidiane Thiam, normalement, ça sera un problème interne au PDCI. Tidiane Thiam et Jean-Luc Bion, on sent déjà les premières tensions, déjà avec cette histoire de JAP Valérie dont on va parler tout à l'heure. Mais on sent déjà ces tensions. Mais au niveau national même, entre les grandes parties, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui pose problème. Alassane Ouattara, la candidature d'Alassane Ouattara, même si lui-même il n'en a pas encore parlé, pour le moment, on ne pourra pas trop épiloguer dessus. D'accord. Alors, pour vous, donc, cette violence auquel on a assisté à Iré ne peut pas en rajouter sur les inquiétudes de la population quant à 2025. C'est vrai que c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que les démons de violences politiques ne sont pas loin. D'accord. Vous savez, sur ces questions, il faut déjà, dans un premier temps, moi je dis, avoir une saine pensée pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vécu de par le passé, en termes de violence... Oui, mais c'est un droit on constate tous pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dois commencer dans un premier temps. Les faits sont là. Non, mais les violences, déjà... Alors, le dernier discours bilan du chef de l'État, il a dit lui-même, le développement ne peut pas se faire si nous ne gagnons pas en paix. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec lui d'une part, c'est qu'il y a une crispation de la classe politique autour de la question de la réinscription du président Gbagbo sur justement la liste électorale, au niveau de sa candidature, etc. C'est vrai, il y a une crispation qui existe. Mais je suis persuadé du fait que, au regard de tout ce que nous sommes en train de mettre en place en Côte d'Ivoire, que nous ne gagnerons pas ce qu'il y a de la violence. Et je pense que la sagesse va habiter, je vous assure, moi c'est ma conviction, à la dernière minute nos leaders politiques pour qu'ils puissent permettre enfin aux Ivoiriens de vivre en paix. Je crois que ce qui se passe là actuellement à Iré, je considère ça comme un épiphénomène. C'est-à-dire vraiment, c'est un mécontentement qui allait trop loin, justement dans son expression. Mais en même temps, je dis, le maire de Iré, attention. Comment il faut manœuvrer désormais? Comment il faut faire pour que ce mécontentement puisse quelque part rester dans un cadre où on peut solutionner cela? Voilà ce que nous... D'accord, c'est bien noté. Alors, c'est bien compris. Juste pour signifier aussi qu'il a bénéficié du soutien de son nouveau parti politique, le PDC-RD. Alors, monsieur, on va boucler pour ce premier sujet. On va se retrouver dans quelques secondes pour débattre autour du deuxième sujet de cette émission, la revue de presse grand format. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est une émission de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission et là on parle de PDC RDA encore. Cette fois de la déléguée d'Acoupé, Madame Yapo Valérie, ex-membre du secrétariat exécutif et délégué communal d'Acoupé du PDCI, a démissionné de son poste. Elle a annoncé le mercredi 3 juillet 2024 lors d'une conférence de presse. Face au lot de menaces qui pèsent sur mon intégrité physique, j'ai pris la résolution de déposer ma démission au poste de délégué communal du PDCI RDA d'Acoupé à mon mandat, a-t-elle expliqué. Elle a ajouté être victime de plusieurs manquements depuis la nomination de M. Yapo Calix en qualité de haut représentant du parti dans le district de Lagune, d'où le mauvais casting de Tidiane Thiam qu'elle a pointé du doigt. M. Traoré, on commence avec vous ce deuxième sujet. Comment vous analysez cette démission qui, en réalité, est la conséquence des relations conflictuelles entre la déléguée communale et le haut représentant? Moi, d'abord, je salue un tel acte que j'estime être un acte courageux. Et de la part d'une femme, je suis encore plus séduit. Elle n'est pas d'accord avec une façon de faire, elle le dénonce, elle rend sa démission, mais elle dit quoi à la fin? Elle ne quitte pas le parti, oui. Elle reste au parti, elle n'est pas d'accord avec le management en réalité du Thiam, mais elle reste au parti. Dans quel but? Améliorer ce management-là. Être quelqu'un qui va apporter une contradiction améliorative, en fait, justement. Vous êtes d'accord avec elle que le management de Thiam est mauvais? Mais attends, elle est du PDCI. Et plus elle est membre du secrétariat général du PDCI. C'est-à-dire que c'est une personne, je dirais une personnalité forte au sein du PDCI.
Donc, si cette dame-là, elle rend sa démission et en conférence de presse, s'il vous plaît, ça veut dire qu'elle a pris toute sa responsabilité pour le faire. Donc, c'est en connaissance de cause, pour ne pas dire que c'est sur la base d'éléments tangibles qu'elle le fait. Dès l'instant où elle donne sa démission du poste de délégué et qu'elle ne quitte pas le parti, je salue cette responsabilité-là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne renie pas mon parti. J'y reste pour qu'on l'améliore. Voici pour moi un acte en fait de grandeur. Et pour vous, ce mauvais casting dont parle Mme Yapo est la preuve que Thiam ne maîtrise pas l'appareil politique de PDCI. Vous savez, sur la question du président Thiam, c'est vrai que nous, on n'est pas du PDCI. C'est de l'extérieur que nous regardons justement ce qui se passe en interne. Le PDCI aujourd'hui a estimé que c'est Thiam qui peut être vraiment le bon cheval pour leur permettre en fait de remporter la victoire. D'accord, c'est leur choix. Mais de l'extérieur, nous constatons que depuis, il y a un certain nombre d'erreurs en fait qui se font. Notamment, il y a eu une première nomination à un moment donné de gens qui n'étaient même pas sur des listes, etc., qu'on a retrouvés après en train d'être nommés, des personnes telles que M. Billon qui a été nommé alors qu'il dit qu'il n'a même pas été consulté pour le faire, etc. Donc, on a vu un tâtonnement dans la gestion déjà justement de l'appareil du PDCI. Peut-être est-il aussi en train d'apprendre puisqu'il vient d'arriver. Donc la gestion sous Thiam tâtonne actuellement. D'accord. On vous a alors, Kofo Jean-Hubert, comment vous réagissez? Est-ce que vous partagez cet avis selon lequel Thiam ne maîtrise pas suffisamment l'appareil politique que le PDCI, LDA? Non, mais une chose est de dénoncer une pratique. Je parle de Yapo Valérie. Une chose est de dénoncer une pratique, mais de là à dire que Thiam, à remettre en cause le management de Thiam, moi, ça me laisse un peu perplexe. Et là, M. Tawa a cité des exemples des gens qui ont été nommés. Mais moi, je vais vous dire que le PDCI RDA a connu des moments difficiles dans sa vie. C'est un parti politique qui a toujours connu des grandes dissensions chaque fois qu'il a été question de faire un grand changement. On va prendre le cas, après le décès de Félix Oubani en 1993, quand le président Henri Konan Bédié part à la tête du parti, en 1994, on a vu que le RDR a été créé tout de suite. Et le RDR, c'est qui? Ce sont des cadres du PDCI qui sont partis du PDCI, que le RDR, ça a été comment on dit ça, un départ en masse de leaders du parti. On se souvient aussi également de, comment dire ça, plus récemment, après avoir créé, enfin, avec le RDN, le RHDP, quand il a été question de sortir du RHDP, on a vu toutes les plumes que le PDCI a laissées dans cette bataille, avec les partis Casti et tout ça, et consorts qui sont partis, toutes ces grosses têtes qui sont parties, ça a été là aussi de grosses pertes. Parce que Henri Konan Bédié, c'était une grande décision à prendre là, à ce niveau-là. Sortir du RHDP ou rester dans le RHDP, accepter que le parti se fonde dans le RHDP. Le PDCI a laissé des plumes. Aujourd'hui, après le décès d'Henri Konan Bédié, mais personne ne vendait cher la peau du PDCI-RDA. Tout le monde se disait que le PDCI-RDA c'est fini. Henri Konan Bédié est décédé, le PDCI-RDA c'est fini. Mais depuis que le président Henri Konan Bédié est décédé, moi je souhaiterais que vous me donnez un seul nom de grand leader du PDCI-RDA qui est parti. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le PDCI-RDA qui est sorti du RHDP en 2018 est intact. Intact, malgré le fait que Tidiane Thiam ait été élu, parce que c'est un grand changement qu'il y a eu. Ce que vous dites, on ne peut pas rejeter. Le PDCI, ça existe bel et bien, tout le monde le constate. Mais le problème qui est soulevé ici, c'est le management. Non, j'en viens justement. Vous devez me permettre, M. Kofo, c'est le management de Thiam, ces différentes nominations qui sont remises en cause. On se souvient que ce n'est pas le premier cas. Il y a eu récemment un cas. Le haut représentant du Lodjimboa Ogor, Maître Zéoline Bertin, il a été révoqué de son poste de haut représentant pour des dissensions internes. Mais qui est toujours au PDCI. Il a toujours au PDCI. C'est comme Mme Yapo. Voilà, ce sont ces cas-là qui se répètent et qui font que Thiam... Quand vous avez un management douteux, le parti perd forcément des cadres. Forcément. Au compte de qui?
Non, je veux dire, Au compte de Tiamat. non, je veux dire, si les cadres du parti estiment que vous avez un management douteux, hein, Oui. mais le parti va perdre 4. Donc, pour vous, Quand le président en 2018 a décidé de sortir de l'RGP, il y a des cadres du PDCI qui ont estimé que ça, c'était un management douteux. Donc, eux, ils sont restés au RGP, eux, le parti s'est divisé. donc pour vous, le fait que... Aujourd'hui, Thiam est élu président du PDCI ADA, malgré le fait que lui, qu'on qualifie de. Il ne se connaît pas, c'est nouveau, mais aucun cadre n'est parti du PDCI. Ça montre que ce management permet à tout le monde de rester au PDCI. Monsieur Kofo, laissez-moi vous dire quelque chose en fait. Bon alors, au PDCI, il y a effectivement un problème de management, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez parlé du cas de Bédier. C'est vrai, nous respectons ce grand homme d'État qui nous a servi pendant des années. Mais c'est une fois que Bédier a été à la tête du PDCI qu'est né tous les autres partis conflictuels là que vous connaissez, en conflit avec le PDCI, que ce soit le RDR, que ce soit le MFA, que ce soit l'UDPCI. Tous ces partis sont nés du mauvais management de Bédier. Et tous étaient PDCI à l'époque. Donc, ils sont partis de ce fait-là. Et ce que nous craignons, est-ce que quelqu'un se prépare aussi sous Thiam, c'est quoi? C'est que, vous savez, pour que Thiam soit élu président du PDCI, il y a eu en fait des écueils. Vous le savez, je le sais. Qu'il y a de fortes personnalités telles que Kikangui, de fortes personnalités telles que Biou, de telles fortes personnalités telles que Henri Tano, qui avaient des velléités aussi de, comment on appelle ça, de présidence. Mais malheureusement, ces personnes-là, avec les jeux que nous connaissons au PDCI, ces personnes n'ont pas pu justement candidater. On a trouvé en fait, comment on appelle ça, des arguties, excusez-moi, juridiques pour les disqualifier. Pas de problème. Mais aujourd'hui, les sons de cloche que nous entendons, c'est que M. Billon ne démord pas. Ça veut dire que c'est une question qu'il va falloir traiter. Ça veut dire que M. Thierry Tano non plus ne démord pas. Mais M. Billon, il a toujours dit lui-même, Ce qu'on craint, c'est qu'à la convention, que nous attendons de toute façon, la convention du PDC, nous l'attendons. Bien sûr. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais nous espérons, oui. Monsieur Taoué, c'est vrai qu'il y a ces sons discordants Oui. au PDCRDA. Oui. Comme l'a souligné Oui. M. Kofo, Oui. ces personnes qui sont mécontentes au PDCI Oui. ne partent pas du parti. Oui. Elles demeurent toujours PDCI, c'est vrai. Bion a montré qu'il ne veut pas figurer dans le nouveau secrétariat, mais il dit qu'il reste au PDCI. Il y a pour Calix, il y a pour Valérie. Elle dit qu'elle démissionne de son poste, elle reste au PDCI. Oui. C'est ce qu'il est en train d'évoquer. Aucun stade progrès. Que les gens restent au sein de leur parti qui dénoncent. Mais c'est à la convention. Lorsque vous pouvez décider à la convention. Et pour lui, cela prouve que le parti est bien géré. Eh bien géré. Eh bien géré justement parce On peut que... ne pas être d'accord, mais on reste dans le parti. Mais s'il vous plaît, enfin, si vous permettez. Bien géré donc devient relatif. Vous savez pourquoi? Le président Henri Konak Bédier, après son décès, quand le congrès devait être organisé, ben, tout le monde, enfin, en tout cas, moi en premier, je savais penser que mais le PCI allait imploser, même avant même la convention, enfin, le congrès extraordinaire qui a eu lieu à Yamoussoukro. Moi, je pensais que le PCI même n'irait même pas à ce congrès, que le parti même serait en lambeaux. Mais tout le monde est allé à Yamoussoukro, le vote s'est déroulé comme il se devait, même si on estime qu'il y a eu des arrangements, mais il y a des arrangements partout. Moi, je prends le cas du RHDP, l'élection du président de la jeunesse du RHDP. Il y a eu un second tour. Il devait avoir un second tour. Mais quand la ministre, comment on va dire ça, la ministre Ndezé Oguluto, qui représentait le président du parti, a dit au nom du président du parti, il n'y a pas de second tour. Il n'y a pas eu de second tour. Et le débat était clos. Mais est-ce que ça, on peut appeler ça une démocratie? Bon, mais c'était une démocratie à la RHDP. Donc le PDCI aussi estime que ça aussi, c'est une sorte de démocratie à la PDCI. Non. Pour éviter les divisions, je pense que c'est aussi un modèle de management. Je ne suis pas contre en fait cela, mais je dis il faut être patient et attendre. Parce que c'est à la convention que nous allons voir ce qui va se passer beaucoup plus tard. Si vous remarquez très bien, aujourd'hui, le RHDP est en train de rapprocher les postes électifs aux autres partis. Regardez très bien l'échiquier. Tout le monde a la cartographie au lieu de l'élection en Côte d'Ivoire. Hein. Que ce soit au niveau des municipales, que ce soit au niveau des législatives, au niveau, comment on appelle ça, des élections régionales, le RHDP a pratiquement tout raflé jusqu'à aller prendre dans le... C'est-à-dire que le fief même du PDCI aujourd'hui, mais ils sont à l'étroit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que le PDCI ne veut pas reconnaître. Parce qu'en fait, en réalité, il y a un problème de management depuis longtemps. Il faut reconnaître que nous sommes peut-être à une
Alors, M. Traoré, si vous estimez que le point de management au PDC date depuis l'arrivée de Didier au pouvoir, donc Thiam, en réalité, n'est pas le principal acteur de ce problème dont vous parlez. Il ne fait qu'hériter. Il vient d'arriver, on se dit qu'il est en train de travailler à cela Merci. pour Mais qu'on il a arrive posé- à... Alors, vous savez, la dame, elle le cite nommément. Moi, je n'invente rien. Madame Yapo dit, c'est justement, elle dit que c'est le mauvais management, le coaching justement de Thiam. Alors, on a ses propos ici. Oui, c'est ses propos à elle. Je ne divise pas le parti, c'est Tidjane Thiam qui vient diviser le parti par cette nomination. Voilà. Le mauvais casting du président Tidjane Thiam crée des Donc, divisions. elle le cite nommément, ce n'est pas moi. C'est vrai qu'à le titre nommément, il fait partie du parti, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, je vous prends au mot, vous avez dit que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce qu'en réalité, c'est Tidjane Thiam qui est responsable de ce problème de management au PDC et dont vous évoquez? Non, mais j'estime pour ma part qu'elle le juge par rapport à un acte que Tidjane Thiam a posé. Donc, un acte qu'il a posé en toute responsabilité sous sa mandature en tant que président du PDCI. Et donc, c'est cet acte-là que la dame, en fait, elle condamne en réalité. Ça veut dire quoi? Qu'il a posé un acte, lui, en âme et conscience, il a posé un acte qui pose problème. Et cet acte-là posant problème, nous verrons jusqu'à la fin ce que ça va avoir comme répercussion. Parce que ce qu'elle a dit, non, ce qu'elle a dit qui est très intéressant dans l'affaire. Elle a dit que vous avez nommé un responsable justement au Haut Conseil. Ce dernier-là ne devrait pas être celui-là qu'on devrait nommer. Ça veut dire pour elle, en réalité, Tidjane Thiam ne connaissant pas les véritables personnalités du PDCI-RDA qui ont travaillé pour le PDCI-RDA, il ne les connaissant pas, il nomme des personnes qui ne méritent pas d'être à cette place-là. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Moi, je l'ai lu, ce qu'elle dit. Ça veut dire quoi en termes clairs? Elle est en train de dire à M. Thiam, attention, vous ne connaissez pas l'appareil. Vous êtes en train de mettre des gens là qu'il ne faut pas. Et le fait que vous mettiez des gens là qu'il ne faut pas, ça va créer beaucoup plus de dissensions qu'autre chose. Je dis, elle est responsable à son niveau et nous respectons, en fait, elle son choix. Que dit le parti? Parce que je l'ai dit, c'est la deuxième situation. On a eu un premier haut représentant qui a été révoqué. Oui. Mais pour ce haut représentant, on a constaté que le parti, lui, manifeste son soutien. Que risque le PDCI-RDA à travers tout ceci, selon vous? Bon, alors, moi, je pense que... Vous pensez que la division est déjà là au sein du parti? Ça annonce quelque chose qui est, je dirais comme ça, une silhouette. Ce n'est pas encore une forme claire, mais c'est une silhouette qui montre en fait déjà le malaise qu'il y a. Alors, c'est au stade embryonnaire? Oui, au stade embryonnaire. Merci pour l'expression. Mais je vous dis, un monsieur comme Bion, il a forcément des éléments à l'intérieur. Moi, je dis, justement, Et vous allez voir ce qui va se passer après la convention. moi, je dis que ce débat sur Yapo Valérie, en réalité, ce sont les premiers signes du débat qui aura lieu pendant la convention. Ouais. Moi, je ne On dit quoi, la convention au niveau du PDCI, ça sera Oui, bien beaucoup... Pour choisir. Ça sera houleux? Oui, ça sera voulu parce que Jean-Luc Bion, il a dit, même du vivant de Henri Konan Bédié, Oui. quand il y a eu le boycott en 2020 et que après tout ce qu'il y a eu comme tentation, le président Alassane Ouattara a été investi, il a dit sur une chaîne de télévision internationale pour dire que quel que soit Alpha, lui, il sera candidat en 2025. Il a dit clairement du vivant d'Henri Konan Bédié. Ça veut dire que ce n'est pas Tidjane Thiam qui va l'empêcher d'être candidat. Même si lui, à la convention, il venait même à ne pas être élu comme le candidat du parti, Oui. moi je dis que Jean-Luc Bion, il sera quand même candidat. Moi je pense même que Jean-Luc Bion risque même d'être candidat indépendant à cette élection-là. Et moi, Khalil, j'estime que c'est quelque chose qu'on n'aura pas à éviter. Mais c'est le débat justement de cette convention-là d'abord qui commence déjà. Quand Mme Valérie vous dit que, le président Thiam fait des castings, Pas juste. fait un mauvais casting. Mais moi, je suis curieux de savoir de toutes les nominations qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Je sais qu'on a eu le cas de Zouri, et aujourd'hui, Valérie, il y a qui d'autre? Non, c'est les cas qui ont été... Peut-être que c'est un début aussi. Non, je veux dire que Tidjane Thiam... On a encore loin de 2025. Non, Peut-être qu'on peut assister à Tidjane Thiam n'est pas là il y a 2 jours. Tidjane Thiam a été élu et il a eu le temps de nommer ses collaborateurs, tout ça.
moi, je dis que c'est le débat du Congrès et de la Convention qui a commencé comme ça. D'accord. Parlez dans le micro. Il dit que depuis longtemps, Bion avait des ambitions présidentielles. Et donc, ce n'est pas Tidjam Thiam là qui l'empêchera de le faire. Moi, je dis peut-être. Mais ne le consolide pas entre-temps par justement une errance dans ton management. Parce que tu vas consolider l'autre si déjà les gens commencent là à se plaindre de ta façon de faire. C'est ce que moi je dénonce en fait. Sinon, moi je sais que depuis longtemps, Bion avait des ambitions vraiment pour être vraiment candidat au présidentiel. Depuis longtemps. Mais je dis seulement, il y a des actes aujourd'hui que Tidjane Thiam est en train de poser qui peuvent consolider justement Bion. Et le consolidant, mais il fragilise en même temps l'appareil du PDCI. Pourquoi? Parce que les premières voix que Bion va aller cueillir, ce sera au PDCI. Alors pour vous, c'est un parti qui est fragilisé. Qui est en train d'être fragilisé en tant que, moi je dis en tant que spectateur neutre, ce que je regarde. C'est un parti fragilisé que vous voyez. Oui, ils sont en train de se fragiliser, je dirais comme ça. Franchement, moi je pense que, moi je ne suis pas de cet avis-là. Et je ne pense pas que Jean-Luc Bion puisse fragiliser le PDCI. Franchement, il faut le dire. Parce que Jean-Luc Bion, en tant que homme politique, n'est pas un pur fruit du PDCI. Ce n'est pas un gros poisson du PDCI. Jean-Luc Bion, non, Jean-Luc Bion vient du RDR. Jean-Luc Bion a été élu à Katiola, comment on dit ça, au Ambon, en tant que candidat du RDR. Voilà. La transhumance. Non. Il était PDCI d'abord, ensuite il est devenu RDR, après le retour au PDCI. Bon. Il fait la transhumance. Non. Je veux dire que ce n'est pas un gros poisson comme, par exemple, un Guikahué, par exemple, qui est une grosse machine, comme Mais vous estimez bien, vous. Il a toujours préservé le poste de Donc, Jean-Luc Bion, c'est pas un gros poisson, Jean-Luc Bion. c'est pas un gros poisson. Il a été ministre de ce pays grâce sur le ticket du PDCI RDA. et politiquement. Il est à l'Assemblée nationale depuis des années. Il était au secrétariat exécutif du PDCI Quand RDA. on parle de gros poissons PDCI RDA, il y a des hommes de l'histoire du PDCI RDA. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit que quelqu'un comme Maurice Guikahué, comme des gens comme Émile Constant Bombé, comme des gens comme Kofli Boni, voilà des noms qui, en cas de menu, peuvent dire attention, là, ceux-là, au cas où ils partent, le parti risque vraiment secouer. Mais Jean-Luc Bion, franchement, moi, je suis curieux de voir le premier meeting de Jean-Luc Bion avec les militants PDCI qui sont proches. Moi, Alors, vous êtes curieux de voir, vous êtes curieux de le voir. Je sais aussi que vous tous les deux, vous êtes curieux de savoir ce dont on va parler dans la troisième partie de cette émission. Absolument. On y va donc. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission, la revue de presse grand format. Nous avons avec nous sur ce plateau deux invités pour nous aider à comprendre, commenter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Monsieur Traoré Sidiki, qui est inspecteur auditeur au CROU, le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, diplômé en journalisme. Kofo Jean Hubert, journaliste au service politique de l'Intelligent d'Abidjan, journaliste reporter d'images à l'Intelligent TV. Messieurs, nous allons nous intéresser au troisième et dernier sujet de cette émission. Là, on parle du PPACI et de Laurent Gbagbo. Le président du PPACI, le Parti des peuples de Côte d'Ivoire, des peuples africains de Côte d'Ivoire, sera de nouveau au contact des populations après Agboville. Cette fois, c'est au tour de la ville de Bonoa de recevoir Laurent Gbagbo le dimanche 14 juillet 2024. Quels sont les enjeux de ce meeting à Bonoa, pour Jean-Hubert? Je pense que Laurent Gbagbo, la ville de Bonoa est restée dans la mémoire collective comme une ville qui, lui, est d'abord une ville rebelle. Une ville Rebelle. rebelle. Rebelle à qui? Laurent Gbagbo? Non. Rebelle, un peu Au parti au pouvoir. Ouais, D'accord. un peu rebelle au parti au pouvoir, parce que c'est l'une des villes où le boycott de 2020 a été le plus suivi. Ouais. Là-bas, parce que il y a eu tellement de manifestations là-bas, il y a même eu des morts. Je crois qu'il y a eu autour de 6 mois
à Bonois. Donc, c'est une ville qui est un peu perçue comme une ville un peu pro-opposition. En même temps, c'est la ville de Simon Babo, puisque Simon Babo, elle est de Mosso. Mosso Bonois, elle est à Bouré. Donc, c'est la famille qui est là. Et donc, c'est une ville en même temps qui est perçue comme étant une ville qui est plutôt au profit de Laurent Gbagbo. Voilà. Une ville qui est plutôt forte gauche, même si le maire est la PDCI, mais une ville qui n'est Au pas... profit de Laurent Gbagbo, mais on sait que les choses ont changé un peu. Laurent Gbagbo n'est plus en bonne... dans le bon terme avec Madame... Et tout le monde se dit que, justement, à partir en raison de ce divorce politique et marital, et ça va agir sur la mobilisation. L'affection que ce peuple-là, à Bouré, là, a toujours voué à Laurent Gbagbo. Donc, vous pensez que c'est possible, ça peut agir sur cette affection? Je ne pense pas. D'accord. Je pense pas. D'accord. Monsieur Traoré, pour vous, c'est possible, ça peut agir. Le fait que Laurent Gbagbo et Simone ne soient plus aujourd'hui en de bons termes, pourtant, c'est la localité de Simone. Lorsque les deux étaient en bonne relation, Laurent Gbagbo était un homme beaucoup adulé dans cette région. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas où les choses ont changé? Ben, moi, je crois qu'entre Simone Gbagbo et le président Gbagbo lui-même, en fait, le divorce est consommé. Il faut vraiment tirer toutes les conséquences de ce divorce-là, les politiques, parce qu'aujourd'hui, elle a créé ce mouvement. Et ce mouvement-là ne semble pas du tout être en odeur de sainteté avec le PPAC. Ensuite, elle est proche, en fait, justement, du COGEP, qui est donc le parti de Blé Goudé, qui, lui non plus, n'est pas en odeur de sainteté par rapport à tout ce qu'on apprend avec, justement, le PPACI. Et Afin Guessan aussi, qui est là avec le FPI, qui n'est pas du tout en odeur de sainteté non plus avec le PPACI. Donc, en réalité, on a aujourd'hui une gauche qui est émiettée. C'est ce que moi je vois dans un premier temps. Et donc, cette sortie de président Gbagbo, c'est vraiment pour sonner la mobilisation. C'est comme si, à la limite, vous me passerez l'expression, il est en train de faire la cour de nouveau, en fait, aux militants, ça et là, pour que vraiment il puisse redorer son blason, etc. Mais alors, il y a quelque chose qui me gêne aussi souvent dans l'argumentaire là que je viens d'entendre, c'est chaque fois de faire passer le Bonois pour une ville vraiment... Le FPI à l'époque, bon, moi je sais que c'est le PDCI qui a toujours été même à la mairie à Bonois. Voilà. Aujourd'hui même le conseil régional, c'est le RHDP, et non que le député. Et je me dis, mais à partir de cet instant-là, mais que vaut finalement l'opposition, PPACI du moins, dans la ville. Donc, pour vous dire que c'est une localité rebelle au RHDP, c'est pas juste. Il faut qu'on puisse vraiment relativiser tout cela et comprendre qu'effectivement, à un moment donné, il a cité l'année, mais c'est parce que le PDCI était aussi, justement, dans une opposition avec, justement, le RHDP à l'époque. Mais ce qui reste à gagner pour M. Gbagbo, moi, je pense, c'est effectivement de soigner son image. Soigner son image aujourd'hui auprès de ces électeurs traditionnels qui existent encore, il faut le reconnaître, parce qu'un monsieur comme Onyen, c'est une très très forte tête dans la zone. Hein. Ah oui, c'est une très forte tête dans la zone. Donc, il a besoin aujourd'hui de tous ces atouts-là dans la zone pour encore remobiliser des forces. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir son agenda politique. Mais dire que ça va amener Simone Gbagbo et lui vraiment à revenir comme de par le passé, je serais fort surpris. Non, mais non, en tout cas, moi, je ne pense pas à un retour à l'ancienne, comme s'il n'y avait rien eu entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. On sait que le divorce est consommé. Simone Gbagbo, elle a dit elle-même, le jour du congrès constitutif de son parti, on a posé la question, elle a dit qu'elle n'écarterait pas la possibilité d'une alliance éventuelle avec le PPACI. Elle n'a rien contre le PPACI. Donc, à la matière, moi, je ne vois pas Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo en animosité, non. C'est des gens politiques, même si aujourd'hui, ils se créent ensemble maritalement, en guillemets politiquement, mais les hommes politiques savent toujours se retrouver en la matière. Maintenant, quand je dis que, Bonois est considéré comme une ville rebelle, mais aujourd'hui, quand vous allez à Bonois se sent sanctionné aujourd'hui
par le gouvernement Ouattara aujourd'hui. Aujourd'hui, on se parle là. Sanctionné comment? Sanctionné comment? C'est ça, sanctionné comment? Parce que vous voyez, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, qui est actuellement Abidjan-Grand Bassam, qui normalement doit être l'autoroute Abidjan-Lagos, parce que l'autoroute, le tronçon ivoirien va aller jusqu'à la frontière de Ghana. Mais cette voie de l'Est là, qui va à la frontière du Ghana, qui est bien fréquentée, elle ne passe pas que par Bonois. On avait vu les travaux préparatifs pour que l'autoroute passe par là-bas. Mais le tronçon de l'autoroute qui a suivi après celui de Bassam là, passe à Assini. Est-ce que vous le savez? L'autoroute passe à Assini. Ça veut dire que Bonois a été carrément dévié. Mais au-delà de cette autoroute, est-ce que Bonois n'a pas bénéficié des kilomètres de bitume? Non, je veux dire Est-ce que Bonois n'a pas bénéficié d'autres infrastructures? Non, mais cette autoroute-là, là, attends, une autoroute qui traverse une ville, mais vous savez, c'est ce que c'est. Quand la voie internationale qui mène à Noué, qui passe par Bonois, vous savez ce que ça apporte le financement. D'accord, mais c'est très bien. Mais l'autoroute a dévié, elle allait finalement faire passer pratiquement au bord de tout ça, carrément dévier la ville. Donc là, non, mais là, la ville se sent à la limite sanctionnée. Sanctionné, d'accord, on a compris. Est-ce que pour vous, c'est aussi une sanction? D'abord, il faut qu'on vous dise que le tracé de route, malheureusement, c'est ce qui se passe aussi dans le pays. Le tracé de route obéit à pas mal de critères. Ce n'est pas parce que vous êtes une ville là que la route doit passer chez vous. Ah non. Est-ce que le sol même, justement, là de chez vous là, est adapté au type de route qu'on a envie de tracer? Est-ce que votre ville là, par rapport à la population qui y est, etc., est-ce que la route là, si on fait passer là, il y a plus d'avantages ou il y a moins d'avantages? Il y a plus de routes, il y a moins de risques. C'est des calculs qui sont faits par ailleurs. Moi, je voudrais qu'en termes de développement de ce pays-là, on puisse libérer les esprits de la prison poétique. Parce que très souvent, dès qu'un acte est posé par le comme on ne nous aime pas, voilà pourquoi on fait cela, comme on aime cela, voilà pourquoi on fait cela. Mais vous connaissez le nombre de villes en Côte d'Ivoire par lesquelles les routes internationales ne passent pas? Si toutes ces villes-là devraient se plaindre, qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous avez très bien dit tout à l'heure, le développement, il ne faut pas voir ça seulement en termes de route. Heureusement même que vous reconnaissez aujourd'hui que les routes aussi apportent le développement. Sinon, ce n'était pas le cas de par le passé. Mais il y a des infrastructures autres qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en train d'avoir partout dans toutes ces régions-là. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc moi, j'aurais aimé qu'on souligne plus sur cet aspect des choses. Maintenant, concernant la visite du président Gbagbo à Bonois, c'est une occasion pour lui de se remettre sur scène après quelques jours de silence. En vérité, c'est-à-dire, je pense qu'il va redorer en fait son image politique parce que là, il a besoin vraiment, voilà. Vous trouvez cette image abîmée? Oui, un peu à quel niveau? Un peu abîmé quand même, un peu abîmé pour ma part, hein. Abîmé parce que on s'est rendu compte du fait qu'il n'a pas réussi à faire l'union de la gauche. Et ça, pour celui qu'il a été, ce leader charismatique de l'homme de la gauche que nous on a connu parce que nous étions étudiants en 90. Ce monsieur-là autour de qui toute la gauche se retrouvait, le voilà aujourd'hui avec une gauche émiettée. Et on a pensé qu'avec son retour de la prison, il allait trouver vraiment les éléments de langage, l'attitude qu'il faut pour que la gauche se retrouve. Mais malheureusement, on se rend compte du fait qu'il a toutes les difficultés justement à rassembler cette gauche-là. Ce qui fragilise énormément l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'un homme comme lui, à mon avis, n'a pas encore su jouer crânement sa partition. D'accord. Moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher à Laurent Gbagbo ce que le président Ouattara n'a pas réussi. Laurent Gbagbo, il a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour... Est-ce que Ouattara n'a pas réussi à réunir la droite. Puisque il y a le PDC qui est opposé aujourd'hui au RHDP, donc la droite n'est pas réunie. À un moment, ça a été possible là. Oui, mais justement, mais aujourd'hui, c'est la dislocation. Donc, le président Alassane Ouattara, lui non plus, n'a pas réussi à unifier la droite. Donc, on ne demandera pas à Laurent Gbagbo qui n'est pas au pouvoir de réussir à unifier la gauche, voilà, l'opposition. Mais en même temps, Laurent Gbagbo, moi ce que je vois, enfin, comme je vois ce meeting, c'est que Laurent Gbagbo est en campagne. Il est en campagne. Laurent Gbagbo, il se dit qu'il sera candidat. Et quand il va, voilà, il sera candidat. Et quand il fait ses meetings, il envoie les pics au pouvoir, mais dans sa tête, il est candidat. Donc voilà, aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le président Ouattara, aujourd'hui, parce que ce que la loi le condamne, voilà, pour cette affaire de casse de la BCAO, mais est-ce que le président Alassane Ouattara
pour la paix, comme les gens le disent, hein, on se souvient des accords de Pretoria. Voilà, pour la paix et en souvenir des accords de Pretoria, est-ce que le président Ouattara pourra faire voter finalement une amnistie pour qu'il soit candidat, pour que cette élection de 2020 de 2025 là, ne soit pas l'élection de toute attention. D'accord. La question reste posée. Alors, monsieur, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, on va donner l'occasion à chacun d'entre vous de nous dire son coup de gueule. Quel est votre coup de gueule de cette semaine? Quelle est l'actualité qui constitue pour vous votre coup de gueule de la semaine? Kofi Jaïber également, ça sera la même situation. Kofi Jaïber, votre coup de gueule? Voilà. C'est une situation à irrer. C'est une situation vraiment déplorable. Une situation qui nous rappelle encore les années 95, début 2000, là où il y avait encore des troupes politiques dans le pays, sous le Gbagbo, où le RDM marchait ici, on va de ce côté, ici, ici. Voilà, ça nous rappelle toute cette violence politique-là. Et je pense que c'est pas une bonne scène à nous montrer, là où on est au XXIe siècle et où on dit que la Côte d'Ivoire est un pays émergent. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Monsieur Traoré? Mais bon, moi, en fait, c'était ce que j'avais retenu, hein, parce que les faits de violence ne sont pas du tout encouragés, je vous l'ai dit tantôt. Donc, il faut qu'on travaille ensemble à recadrer, en fait, notre jeunesse. Donc, je salue au passage tout ce que justement le ministre aujourd'hui de la jeunesse est en train de faire par rapport justement à l'encadrement de cette jeunesse-là en termes justement de citoyenneté, de civisme, de civisme, etc. Et c'est ce dont nous aurons besoin pour justement 2025 pour que ce soit des élections apaisées. Parce que c'est cette jeunesse-là justement qui est instrumentalisée. Et si elle est bien éduquée, si elle a vraiment des valeurs ancrées en elle, je pense qu'elle pourra en fait être à l'abri quand même de la manipulation des politiciens. Merci beaucoup à vous, monsieur Traoré Sidiki, inspecteur auditeur au CRO, Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, diplômé en journalisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes vos analyses relativement au sujet qui était à l'ordre du jour. On vous contactera à tout moment pour mettre à notre disposition, ainsi qu'à la disposition du public vos belles analyses. Merci beaucoup aussi à vous, Kofi Jaïber, journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Merci pour vos belles analyses sur le sujet. Le débat il était houleux, c'était un débat qui s'est déroulé dans la courtoisie. C'est ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse grand format. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. Au revoir.